Et je profite de cette délibération sur les politiques éducatives pour aborder les récents événements qui, dans notre collectivité, nous obligent à un petit temps de débat. Et avant toute chose, je vais vous raconter une histoire, une fois n'est pas coutume, celle d'une femme anonyme. Ça commence ainsi. Je me lève à 5 heures ce matin pour préparer les petits déjeuners des enfants, les faire se lever avant de partir. Ils prendront seuls leur déjeuner et leur bus, ils se débrouillent très bien. Moi, je dois être prête à partir dès 6h45 pour arriver vers 7h à l'école. L'accueil périscolaire commence dès 7h25. Il faut que tout soit prêt. Les élèves arrivent petit à petit. Je suis seule à assurer ce matin car Marie, ma collègue, est en arrêt et Jonas vient de démissionner à cause de ses études. J'espère que la directrice ne tardera pas à arriver. Il va falloir assurer. À 8h40, tout le monde est dans sa classe. Les cours commencent. J'ai alors une longue coupure. J'assure de temps en temps du ménage chez une personne âgée, mais c'est compliqué avec les horaires, car on arrive vite à 11h45 pour faire la cantine à midi. 2 heures de cantine. Avec le Covid, tout est compliqué. Mais on a l'habitude maintenant, les distances, les masques qui tombent, aérés, désinfectés, il faut faire gaffe à tout, mais il y a toujours autant de bruit. Les chaises, les couverts, les cris, les rires, je sors de là épuisée. Ils sont 60 dans cette école et parfois je suis toute seule avec les personnels de restauration qui m'aident comme ils peuvent. J'enchaîne avec l'étape des maternelles, une petite pause de 30 minutes pour avaler un sandwich et on se retrouve avec une collègue pour préparer l'étape des grands jusqu'à 16h45. L'école se termine, quelques-uns s'en vont, les autres restent à la garderie jusqu'à 18h30. Mon aîné m'envoie un texto pour me dire qu'ils sont bien rentrés, je suis rassurée. On ferme l'école. Je rentre à la maison, il est 19h, à peine le temps de mettre un plat préparé dans le four, j'ai juste envie de dormir. Avec 1 100 €, on est le 15 du mois, je suis déjà dans le rouge. Je suis toute seule avec mes enfants, le père est parti il y a bien longtemps. Je suis animatrice périscolaire et je suis épuisée. Qui parmi nous connaissait vraiment la journée type d'une animatrice, son amplitude horaire, sa charge mentale? J'aurais pu intégrer un peu de la violence quotidienne que certaines subissent, le manque de formation. Notre secteur enfance, vous le savez, connaît une crise profonde. Un mouvement de grève unitaire assez inédit, porté par l'ensemble des personnels, a eu lieu mardi dernier. Parce que ça craque, les arrêts de travail s'enchaînent, les démissions pleuvent, le turnover est infernal. Alors non, ce n'est pas qu'à Angers, c'est partout en France. Je dis « elles » car ce sont des femmes qui majoritairement occupent ces métiers, souvent précaires, des femmes issues des classes populaires, avec peu ou pas de qualification. Il n'y a plus tant que ça d'animatrices dont c'est la vocation, ou d'animateurs. Et pourtant, ces métiers sont essentiels. ATSEM, animateur périscolaire, accompagnant des enfants en situation de handicap, AESH, AVS. Sans elles, l'école ne tient pas le coup. Sans elles, pas de garde avant et après l'école pour les parents qui travaillent tard, pas d'accompagnement des élèves en difficulté, pas de renfort des enseignants dans des classes trop chargées, pas de ménage, pas de protocole Covid qui tient la route. Sans elles, c'est simple, on ferme l'école. Déjà là, les taux d'encadrement ne sont pas respectés par manque de personnel. Cela soulève vraiment un problème de sécurité des enfants. Alors pourquoi notre société s'évertue à déconsidérer ces métiers, à mal les payer, à ne pas tenir compte de la pénibilité, à ne pas entendre que les amplitudes horaires sont intenables, que les déplacements doivent tous être pris en compte, que les agents ont besoin de formation, d'échanges entre pairs? Pourquoi l'État, les collectivités n'entendent-ils pas la crise profonde que traversent les métiers du lien, du soin, du bien-être de nos enfants? Après toutes ces années de dévalorisation des métiers, on s'étonne qu'on ne parvient plus à recruter. Vraiment. Qui, dans cette salle, a envie de conseiller à sa voisine, à sa fille, de postuler, sachant les conditions de travail? Parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Prendre en compte la pénibilité, rémunérer justement le travail, former, valoriser, écouter et intégrer les agents dans les mesures de réorganisation nécessaires. Si nous voulons faire société, que nous voulons que nos enfants aient des conditions dignes d'apprentissage et de vie en commun, nous devons nous donner les moyens de rendre ces métiers-là respectés et désirables. Nous savons que vos services, Madame Bienvenue et Madame Fell, sont conscients de la problématique et comptent faire des propositions. Mais comment gérer l'urgence? Les agents et leurs organisations représentatives doivent être des acteurs pleinement associés en amont de toutes vos prises de décision. Et en conseil, en commission, nous devons prendre le sujet à bras-le-corps ensemble. Merci pour votre attention. Merci Madame Schweitzer. Je passe la parole à Madame Fell. Vous avez commencé par nous raconter une histoire, Madame Schweitzer. Le problème, c'est que c'est facile de jouer sur la question de l'émotion. En plus, vous mélangez deux sujets. Vous mélangez la question de la précarité et de la difficulté des mères isolées avec la question, effectivement, qui est une réalité,
les difficultés de recrutement qu'on peut avoir sur les métiers de l'animation. Accessoirement, à Angers, les animateurs sont également très présents. Donc vous féminisez une problématique qui n'est pas essentiellement féminine. Sur la question de la précarité des femmes et des difficultés des mères isolées, je ne peux que vous soutenir. Il se trouve que je suis moi-même la fille d'une infirmière qui, quand elle a divorcé, travaillait de nuit. Donc laissez-moi vous dire que j'ai une petite idée assez précise de la façon dont ça peut se passer. Après, si on sort de cette logique purement émotionnelle et qu'on revient sur la question des sujets professionnels, vous avez vous-même évoqué les éléments de réponse à la fin de votre question. Ça fait 2 ans qu'en étant parfaitement conscient au sein de la direction de la précarité, de la difficulté de recruter sur des temps qui n'étaient pas suffisamment importants, parce que qui choisit un contrat à 17% de temps? On est bien d'accord. La direction a travaillé et a mené un énorme boulot avec les animateurs sur le terrain pour réfléchir à la manière de proposer d'une part des temps plus complets, d'autre part de cesser de multiplier les prises de poste, pour aboutir à des postes à la fois stabilisés, à des animateurs mieux formés, plus professionnels, à une stabilité des équipes dans les écoles, dont on sait aussi pertinemment qu'elle est centrale dans l'accompagnement des enfants et dans la réussite éducative, qui est, encore une fois, un axe majeur de la politique que nous mettons en place. Donc la fin de la réorganisation, entre guillemets, l'atterrissage de tout ce travail qui est mis en œuvre depuis plusieurs années maintenant va arriver. Et la question que vous posez, finalement, est une question d'opportunité à un moment où, dans toutes les villes de France, pour des raisons qui ne sont d'ailleurs pas véritablement identifiées, le renfort en emploi d'étudiants qui permettait d'assurer notamment la surveillance des cantines scolaires se fait extrêmement mal. Probablement parce que les agendas universitaires sont différents, peut-être parce que les plannings, l'organisation des cours des étudiants est différente, peut-être parce qu'il y a aussi une évolution des attentes des étudiants qui ont besoin de travailler sur la question de leurs horaires. Enfin bref, tout ça, on est en train de le regarder pour essayer de le comprendre à Angers comme dans toutes les autres villes de France. Donc je ne peux pas vous laisser dire qu'on ne fait pas ou qu'on ne fait pas assez. On fait beaucoup. Les équipes d'encadrement de la direction éducation sont sur le terrain au quotidien pour soutenir les agents. Et j'aimerais aussi rappeler une chose centrale, c'est que les premiers éducateurs des enfants, ça reste les parents. La parole est à Roselyne Bienvenue. Merci, monsieur le maire. Le sujet est grave, Madame Schweitzer, et chacun et chacune le mesure. Ma collègue Caroline Fell vous a apporté des réponses par rapport à la mission de service public qui touche à l'éducation, des petites angevines et des petits engins, et c'est un enjeu fort, évidemment, pour notre territoire, pour l'avenir, et pour les adultes que sont ces enfants demain. Vous avez théâtralisé une situation, mais pas tant que ça, finalement. Je suis d'accord, je partage avec vous que c'est une réalité. Vous avez fait une narration qui pourrait faire l'objet d'un théâtre d'impro. Mais il manque une partie, Madame Schweitzer. La partie la plus importante du théâtre d'impro, c'est les propositions de solutions. Moi, je les attends, parce qu'en tant qu'élu en charge des ressources humaines, comme on les appelle, et des conditions de travail, vous l'avez évoqué. La problématique, on ne la découvre pas, vous l'avez dit, elle n'est pas angevine, elle est nationale, et elle tient aussi à l'organisation de l'école de la République. Donc ça touche à la fois les services municipaux, mais aussi les services de l'État. C'est très complexe. Caroline Fell l'a dit, on a enclenché une démarche de réflexion qui nous amènera sans doute, malheureusement, et la pandémie nous a retardé à la mettre en œuvre un peu plus tard que ce qu'on aurait prévu. Mais en tout cas, nous ne sommes pas restés sans réfléchir et sans associer ces agentes. Je vais les mettre au féminin parce que vous l'avez dit, il y a quelques hommes, c'est mixte, mais la majorité de ces personnels, les ATSEM, comme on les appelle, sont des femmes et qui sont en effet souvent dans des précarités qui se cumulent. Et on a bien conscience que la difficulté qui se pose à nous en termes de RH, elle nous oblige
à trouver des réponses adaptées. On a un héritage, parce que cette situation ne révèle pas de quelques années. Je crois qu'on est à la fin d'un système. Je ne vais pas rentrer dans le sujet ici, mais en termes de RH, il faut aussi saluer notre collectivité qui a voulu faire au maximum une place importante et intéressante à l'éducation, à l'ouverture et à l'initiation. Je parlais des temps d'activité périscolaire qui viennent aussi prendre des ressources humaines. Donc là, je pense qu'on est au bout d'un système pour qu'il soit dans le sens et dans le service public que, collectivement, quelles que soient nos positions politiques, nous partageons.